Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction du test blanc numéro 1, celui qui vous servira un peu à appréhender les grands principes du Taj-Mahal. On parle dans cette vidéo des conditions minimales, donc du sous-test 4, épreuve, dans laquelle, je vous le rappelle, l'idée n'est pas de trouver une réponse, mais de savoir si on peut répondre ou pas avec des informations qu'on nous donne. Cette correction, tout comme le test blanc numéro 1, fait partie du programme gratuit Battre le Taj-Mahal, où au-delà des tests blancs, vous retrouvez une cinquantaine de cours dans les 6 sous-tests, donc évidemment, notamment les conditions minimales. Les liens vers le programme et la chaîne YouTube apparaissent en bas de l'écran. Question 1. Je note X et Y, le résultat de deux lancers successifs d'un dé traditionnel. Que vaut X plus Y? L'info 1. X fois Y égale 30. L'info 2. X est égal à 6Y sur 5. Alors, quelles informations vont nous permettre de trouver la valeur de X plus Y? On est en condition minimale et qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche une valeur exacte, la valeur exacte de X plus Y. Alors, à première vue, si on regarde rapidement le sujet sans s'intéresser de près, on se dit, bon bah ça va pas être suffisant parce que X fois Y égale 30, je vais avoir plein de cas possibles, 1 fois 30, 2 fois 15. Maintenant, regardons avec un œil un peu plus averti. X et Y, c'est quoi? C'est le résultat de lancer de dés. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que X peut valoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, à l'exception de tout autre nombre, et Y peut valoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et la question c'est, avec ces contraintes-là, X choisi entre 1 et 6 entier et Y choisi entre 1 et 6 entier, est-ce qu'on peut trouver une réponse? Regardons l'information 1 maintenant. X fois Y est égal à 30. On va le faire simplement, on va juste se dire quels sont tous les cas possibles pour X et qu'est-ce que ça implique pour Y. Alors, si X égale 1, pour que X fois Y vale 30, alors Y égale 30. Si X égale 2, alors Y doit valoir 15. Si X égale 3, alors Y doit valoir 10. Si X égale 4, Y doit valoir 30 divisé par 4. 30 divisé par 4, c'est 15 divisé par 2, donc 7,5. Si X égale 5, alors Y doit valoir 6. Et si X égale 6, alors Y doit valoir 5. C'est tous les cas possibles avec X qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous donner un X fois Y égale 30. Est-ce que X égale 1, Y égale 30, c'est possible? Non. On ne peut pas avoir 30 en résultat d'un lancer de dés. X2, Y15, non. 15, c'est pas possible de lancer de dés. 3 et 10 non plus. 4 et 7,5 non plus, pour la même raison. On n'a que deux cas possibles. X égale 5 et Y égale 6. Ou X égale 6 et Y égale 5. Alors là, beaucoup de gens vont dire, bon bah, on a deux cas possibles. On n'a pas pu statuer sur la validité, sur l'énoncé, donc on ne peut pas répondre. C'est faux, pourquoi? Quelle est la question? Que vaut X plus Y? Donc dans les deux cas qu'on a identifiés, que vaut X plus Y? Ici, X plus Y, c'est 5 plus 6, donc c'est 11. Ici, X plus Y, c'est 6 plus 5, donc c'est 11. Savoir que X fois Y égale 30, c'est donc suffisant. Info 2, X égale 6Y sur 5. Même logique. On va se dire, Y peut valoir 1, Y peut valoir 2, 3, 4, 5 ou 6. Et à partir de ce moment-là, que vaudra X? Alors, si Y égale 1, alors X égale 6 fois 1 sur 5. Donc 6 cinquièmes. Si Y égale 2, X égale 12 cinquièmes. Si Y égale 3, X égale 18 cinquièmes. Y égale 4, X égale 24 cinquièmes. Y égale 5, X égale 30 cinquièmes.
y égale 6, x égale 36 cinquièmes. C'est quoi les résultats ici? 6 cinquièmes, c'est 1,2. 12 cinquièmes, 2,4, etc., etc. Le seul qui va tomber juste, c'est x égale 30 cinquièmes, autrement dit égale 6. Quels cas sont possibles? Uniquement les cas qui tombent juste, uniquement les cas qui donnent x un nombre entier entre 1 et 6. Donc de la même manière qu'on avait quasiment tout éliminé la dernière fois, on va éliminer y égale 1 parce que x égale 2,2 c'est pas possible, y égale 2, x égale 2,4 pas possible, 3 et 3,6 pas possible, 4 et 4,8 pas possible, 5 et 6 possible, et 6 et 36 sur 5 pas possible. On a encore une seule fois un seul cas possible, c'est que y égale 5 et x égale 6, autrement dit, x plus y vaudra 11. C'est donc suffisant. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion de suffisant, insuffisant et quelle est la réponse, ici la réponse c'est D. Je vous invite à retourner sur les cours de principes de base de cette épreuve de conditions minimales qui sont vraiment un prérequis pour pouvoir suivre cette correction. Question 2 maintenant. Combien d'adhérents compte la mutuelle complémentaire de cette entreprise de 3600 salariés? Donc combien d'adhérents parmi 3600 salariés? Info 1, 87% des cadres y adhèrent. Info 2, 13% des non-cadres n'y adhèrent pas. En principe, pour pouvoir faire une moyenne, d'accord, à partir de sous-groupes, c'est un élément qu'on voit d'ailleurs dans un des cours de conditions minimales, pour pouvoir faire une moyenne à partir de sous-groupes, il nous faut des sous-groupes qui sont exhaustifs, d'accord, ils prennent tout le monde en compte. Ici c'est le cas, on a pris tout le monde vu qu'on a pris les cadres et les non-cadres. Sans répétition, il n'y a personne qui compte plusieurs fois. Ici personne n'est compté plusieurs fois, on a pris les cadres et les non-cadres. Et pondéré, d'accord, ça veut dire qu'on connaît la proportion de cadres et la proportion de non-cadres. Donc ici, a priori, on ne peut pas trouver la réponse. Mais on peut la trouver grâce à une petite astuce dans la rédaction. Qu'est-ce que ça veut dire? 13% des non-cadres n'y adhèrent pas. Ça veut dire 87% des non-cadres, 100 moins 13, y adhèrent. Donc vous comprenez bien que si 87% des cadres adhèrent et 87% des non-cadres adhèrent, quelle que soit la proportion de l'un et de l'autre, il y aura toujours 87% d'adhérents. À partir de ce moment-là, si on a 87% d'adhérents dans une entreprise de 3600 salariés, à combien d'adhérents parmi les 3600? 87% fois 3600. Ici, on avait besoin des deux informations pour répondre, donc c'est la réponse C. On n'a évidemment pas testé la 1 et la 2 séparément, parce que ce n'est pas toujours utile de le faire. Ici, ça n'avait aucun intérêt, on voyait bien que on n'avait aucune info sur les non-cadres ici, on n'avait aucune info sur les cadres ici. Question 3. Que vaut la largeur d'un chapiteau rectangulaire aux dimensions entières? Donc on a un rectangle qui a une certaine largeur, une certaine longueur, et nous on cherche sa longueur, en sachant que les dimensions sont entières. Info 1. Sa surface est de 221 mètres carrés. Info 2. Sa longueur est inférieure à 20 mètres. Alors la grande question, c'est comment on peut faire 221? L'air, c'est bien la largeur fois la longueur. Bah, 221, on essaie de le décomposer, on voit que ce n'est pas divisible par 3, on essaie de tester par 7 non plus. En réalité, 221, c'est 13 fois 17. Alors comment on peut arriver à 13 fois 17? Bah, en faisant 13 fois 17, ça vous le comprenez tous, mais on peut aussi faire un autre produit pour arriver à 221, qui n'est pas des facteurs premiers, mais c'est pas grave. On peut faire tout simplement une fois 221. D'accord? Donc en fait, si on a un chapiteau rectangulaire aux dimensions entières d'une surface de 221 mètres carrés,
On peut l'obtenir soit en faisant 13 par 17, soit en faisant 1 fois 221. Deux cas possibles. Que vaut la largeur? Je ne peux pas conclure. Maintenant, l'information 2. Seule sa longueur est inférieure à 20 mètres. N'oublions pas que j'ai totalement oublié mon information A. Donc je sais que la longueur ici est inférieure à 20 mètres. Est-ce que ça me dit quelque chose sur la largeur? Oui. La largeur, c'est forcément plus petit que la longueur. Donc la largeur, ça peut être tous les nombres de 1 à 19. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Maintenant, on prend les deux ensemble. J'ai dit que j'avais deux cas possibles. 13 fois 17 et 1 fois 221. Mais qu'est-ce qui se passe? La longueur de mon chapiteau doit être inférieure à 20. Donc elle ne peut pas être égale à 221. À partir de ce moment-là, le cas 1 fois 221, on l'élimine. Il ne reste plus qu'un cas possible. Un rectangle de 13 fois 17. Que vaut sa largeur? 13. On a eu besoin des deux informations pour répondre, donc C. Question 4. Rémi, 17 ans, a invité ses amis au musée. L'entrée du musée coûte 19 € pour les personnes majeures et 11 € pour les personnes mineures. De combien de mineurs était-il accompagné? Autrement dit, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver le nombre de mineurs dans le groupe d'amis. Info 1. Les billets ont coûté 164 € au total. Info 2. Seul un billet sur 3 a été payé au plein tarif. Ça, c'est une structure très classique de questions en conditions minimales. On vous donne en premier lieu une information qui n'a pas l'air vraiment suffisante, et en deuxième lieu, une information qui est clairement insuffisante. Seul un billet sur 3 a été payé au plein tarif. Le pire des candidats, il sait que c'est pas suffisant, parce qu'un billet sur 3 payé au plein tarif, ça veut dire je peux avoir 1 au plein tarif et 3 tarif enfant, 2 et 6, etc. etc. En fait, ça c'est très souvent un piège, comme vous allez le voir. Parce que ça nous pousse à répondre C. Ça nous pousse à dire, bon, avec la 1, je ne saurais pas, mais la 2 suffira à préciser. 164 € au total. Est-ce que c'est vraiment insuffisant? On va se poser la question. On va devoir tester d'une manière un petit peu calculatoire si on n'a pas de méthode, mais on va se poser la question. Donc, on peut avoir un billet d'entrée au plein tarif qui coûte 19, on peut en avoir 2 qui coûtent 38, on peut en avoir 3 qui vont coûter 57, 4 qui vont coûter 76, 5 qui vont coûter 95, 6 billets plein tarif qui vont nous coûter 114 €, 7 billets plein tarif qui vont nous coûter 133 €, 8 billets plein tarif qui vont nous coûter 152 €, 9 billets plein tarif qui vont nous coûter 171 €, non c'est trop, au total ils ont payé 164 €. On a donc 8 cas possibles pour les billets plein tarif, les billets des personnes majeures. Allez, on pourrait même en rajouter un. Dire qu'on n'a pu acheter aucun billet et donc qu'on a payé 0 €. Donc on a ces 9 cas. Qu'est-ce qui se passe dans chacun des 9 cas? Si on a payé 0 € de billets plein tarif, ça veut dire qu'on a payé 164 € de billets tarif réduit. Si on a payé 119 € de billets plein tarif, même logique, on a payé 145 € de billets tarif réduit. Je continue mon petit processus. Si j'ai payé 38 €, ça veut dire que j'en ai eu pour 126 € de billets tarif réduit. Si j'ai payé 57 €, j'en ai eu pour 107 de tarif réduit. 76, j'en ai eu pour 88. 95, j'en ai eu pour 69. 114, j'en ai eu pour 50 € de billets à demi-tarif, en tout cas à tarif réduit. 133, j'en ai eu pour 31 €. Et 152, j'en ai eu pour 12 €. Bon, c'est un petit peu calculatoire, mais on le fait, surtout si on a gagné du temps sur les questions précédentes. Maintenant, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que les mineurs ont payé 11 €. Ça veut dire que ce cas, par exemple, où on a, je ne sais pas, 12 € de billets pour les mineurs, il n'est pas possible, parce que 12 n'est pas divisible par 11.
D'accord? 12 n'est pas divisible par 11. Donc, le cas avec 8 billets plein tarif, pas possible. Pareil, 31, c'est pas divisé par 11. Donc on ne peut pas avoir 7 adultes et 2,99 mineurs. Donc c'est pas possible. 50, pas divisible par 11, pareil, on ne pourra pas trouver un nombre de billets pour les mineurs. 69, pas divisible par 11, on ne pourra pas trouver un nombre de billets pour les mineurs. 88, possible. 8 billets pour les mineurs. 88 divisé par 11, ça donne 8. 107, pas possible, c'est pas divisible par 11. Comment je sais que 107 n'est pas divisible par 11? Pour les plus grands nombres, je fais simplement la différence entre les chiffres de rang impair, donc ici l'extérieur, et les chiffres de rang pair. 1 plus 7, ça fait 8. 8 moins 0, ça fait 8. 8 n'est pas un multiple de 11, donc ici, 107 n'est pas un multiple de 11. 126, 1 plus 6 moins 2, ça fait pas un multiple de 11, donc c'est pas un multiple de 11. 145, 1 plus 5 moins 4, ça fait 2. 2 n'est pas un multiple de 11. 145 n'est pas un multiple de 11. Et 164, 1 plus 4 moins 6, pareil, pas un multiple de 11. Donc vous voyez que le fait que les billets coûtent 164 € au total, alors que ça paraissait totalement insuffisant, c'est suffisant. Le seul cas possible, c'est qu'on ait 4 majeurs et 8 mineurs. De combien de mineurs Rémi, qui était mineur, était-il accompagné? 7. On peut répondre avec la 1. La deuxième, est-ce qu'elle est suffisante? Évidemment que non. Un billet sur 3 était payé plein tarif, donc on a un tiers de majeurs. Un majeur dans un groupe de 3, 2 dans un groupe de 6, 3 dans un groupe de 9. Évidemment, le nombre de mineurs change aussi, et le nombre d'accompagnateurs mineurs de Rémi par la même occasion. La 1 est suffisante, la 2 ne l'est pas. La réponse, c'est A. Méthode en plus, qu'on verra d'ailleurs dans un autre des problèmes de ce sujet. Quelle était la méthode un peu plus rapide pour cet exercice? Le fait de savoir que les billets ont coûté 164 au total, avec des billets à 11 et à 19, je vois tout de suite que c'est suffisant. Pourquoi je vois tout de suite que c'est suffisant? Parce que je sais que le PPCM de 11 et 19, comme c'est les nombres premiers, c'est 11 fois 19, et 11 fois 19, ça fait combien? Ça fait 209. 164 est inférieur à 209, donc je sais que la réponse 164 au total me permet de trouver le nombre de billets de chaque type. Ici évidemment on est dans un raisonnement un petit peu plus avancé. La technique normale au début c'est d'aller chercher tous les cas possibles, mais on verra ça un peu plus tard, notamment dans le cours de conditions minimales et en ce qui concerne PPCM et PGCD dans les cours de calcul. 5. L'entier naturel x est-il premier? X est-il premier? Information 1. X admet strictement plus d'un diviseur. Plus d'un diviseur. Et information 2. X est strictement inférieur à 4. Ici, on est dans un autre type de problème. On ne cherche plus une valeur exacte. On cherche à statuer sur la validité. Statuer sur la validité de x est-il premier? Alors, statuer sur la validité de x est-il premier avec ces deux informations-là? X admet strictement plus d'un diviseur. C'est quoi un nombre premier? C'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs. Donc, on peut trouver un nombre qui admet exactement deux diviseurs. Je ne sais pas, par exemple, 17. Il admet 1 et 17. Dans ce cas-là, c'est bien un nombre premier. Et on peut en trouver un qui admet strictement plus d'un diviseur. Je ne sais pas, tiens, 4, il en admettra 3. 1, 2 et 4. Il divise par 1, 2 et 4, il admet 3 diviseurs. 4, lui, n'est pas premier. Et c'est ça l'esprit de ces questions où on statue sur la validité. On cherche à répondre à la question x est-il premier en disant parfois oui, l'exemple de 17, et parfois non, l'exemple de 4, donc je ne peux pas statuer sur la validité. Alors est-ce que l'information 1 est suffisante pour statuer sur la validité de cette proposition? Non. L'information 2, x est inférieur à 4. Alors x est inférieur à 4, strictement inférieur, c'est important.
On sait que x est un antinaturel, alors ça veut dire que x peut valoir quoi? 0, 1, 2 ou 3. Est-ce que 0 est premier? Non. Est-ce que 1 est premier? Non. Est-ce que 2 est premier? Oui. 3 est premier? Oui. Encore une fois, avec cette information-là, je sais que x est parfois premier si je prends 2 et 3, et parfois pas premier si je prends 0 et 1. Est-ce que je peux statuer sur la validité de la proposition? Non, l'information 2 n'est pas suffisante. Maintenant, si je combine les deux, je sais que x admet strictement plus d'un diviseur. 0, il admet combien de diviseurs? Une infinité, hein. 0 peut être divisé par n'importe quel nombre. 1, il admet combien de diviseurs? Un seul. Le seul nombre qui divise 1 et qui donne un résultat entier, c'est 1. 2, il en admet 2, 1 et lui-même. 3, il en admet 2, 1 et lui-même. Donc, je combine ces deux informations-là. Je sais que c'est soit 0, 1, 2, 3, et que x admet strictement plus d'un diviseur. Donc, ça ne peut pas être 1, parce que 1 admet un seul diviseur. Ça peut donc être 0, 2 ou 3. Est-ce que x est premier? Si c'est 0, non. Si c'est 2 ou 3, oui. Encore une fois, je ne peux pas statuer. Donc, les informations nécessaires sont requises pour que je puisse statuer sur cette proposition, sur cette question. Réponse E. 6. Dans une classe de terminale, la moyenne des notes au bac de français est de 12 sur 20. Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe? Combien d'élèves dans cette classe? Avec en info 1, le major a obtenu 17 sur 20. Et en info 2, sans prendre en compte la note du major, la moyenne des notes est de 11,5 sur 20. Donc moyenne hors major égale 11,5 sur 20. Est-ce que l'information 1 est suffisante? Le major a eu 17 sur 20. Évidemment non, on peut trouver plein de cas. On n'a pas besoin de les calculer au fond, on sait. On pourrait dire par exemple major a 17 sur 20 et puis il y a eu un seul autre élève qui lui a eu 7 sur 20. Ou alors trouver, je ne sais pas maintenant, le major a eu 17 sur 20, il y a deux autres élèves dans la classe, tous les deux ont eu 9,5 sur 20. Tout ça c'est des cas qui vont marcher. Et on peut évidemment trouver une infinité. Info 2, sans prendre en compte la note du major, la moyenne était de 11,5 sur 20. C'est pas suffisant, pour la même raison, on pourrait trouver beaucoup de cas possibles. Maintenant, on combine les deux. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un cas unique? Oui, pourquoi? Parce que regardez, on sait quoi sur la moyenne? On sait que la moyenne, c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Je sais tout d'abord que la moyenne, c'est 12 sur 20. Donc 12 est égal à la somme des notes que je ne connais pas, que je vais noter S, divisé par le nombre de notes que je ne connais pas non plus, que je vais noter N. C'est ce que me donne l'énoncé, la moyenne est égale à 12 sur 20. Et les deux propositions me donnent quoi? Elles me disent que la moyenne des notes, si on ne prend pas en compte la copie du major, c'est 11,5 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que 11,5 sur 20, ma nouvelle moyenne, est égale à quoi? Elle est égale à la somme des notes divisée par le nombre de notes. La somme des notes, c'est quoi? C'est la somme de notes de la classe, moins la note du major, c'est-à-dire 17. Le nombre de notes, c'est quoi? C'est l'ancien nombre de notes, moins 1. On a enlevé une copie, celle du major. On a ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On pourrait essayer de résoudre. Dans une question de calcul, on serait bien obligé de résoudre cette petite équation. Mais ici, n'oubliez pas, on est en condition minimale. Condition minimale, on se demande est-ce que ces deux équations sont suffisantes pour résoudre. On sait que d'une manière générale, si elles sont ni incompatibles ni proportionnelles, on a deux équations, on a deux inconnus, on peut résoudre. Si on a vraiment un gros doute ou un peu plus de temps, on peut s'amuser à le résoudre. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. On va se dire deux équations, deux inconnus, on peut résoudre. Et question 7. Le rectangle ci-dessus
répond-il aux règles géométriques définissant le carré? Donc on a un rectangle comme ceci, avec 4 angles qu'on appelle A, B, C et D. Et on nous dit, répond-il aux règles géométriques définissant le carré? Autrement dit, ce rectangle, ici, donc quand même 4 angles droits, est-ce que c'est un carré? Information 1. Ces diagonales se coupent en leur milieu. Information 2. A égale 360 moins C moins D, le tout divisé par 2. Alors, information 1. Les diagonales se coupent en leur milieu. Est-ce que c'est suffisant? Non, pourquoi? Ben déjà parce que toutes les diagonales se coupent en leur milieu dans n'importe quel rectangle, c'est une des propriétés du rectangle. Et pire, c'est pas tant une propriété du rectangle, c'est une propriété du parallélogramme. C'est comme ça qu'on prouve un parallélogramme. Et évidemment, tous les rectangles sont des parallélogrammes, donc on prouve juste un parallélogramme, ce qui est loin d'être un carré au niveau de la durceur des règles. Parce que là, un carré, c'est bon, je couperai. 2. Information 2. L'angle A est égal à 360 moins C moins D divisé par 2. Alors, C et D, ici, ça forme quoi? Ben, ça forme un angle plat si on joint les deux. Bien d'accord, c'est une diagonale. Donc ici, c'est plat. Qu'est-ce que je sais donc sur C et D? Ben, que c'est valable, que ça vaut 180 degrés au total. C'est évident. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai l'angle A qui vaut 360 moins 180 sur 2. Ça fait quoi ça? Ça fait 360 moins 180. 180 divisé par 2, 90. Autrement dit, l'angle A est un angle droit. Bon, si l'angle A est un angle droit, sachant qu'il forme un angle de 180 avec B, alors B est un angle droit. Même logique pour dire que C est un angle droit et D est un angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces diagonales se coupent perpendiculairement. Et un parallélogramme dont les diagonales se coupent perpendiculairement, c'est quoi? C'est un losange. Donc on a une figure qui est à la fois un rectangle, on nous a dit l'énoncé, et un losange parce que les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme, c'est un rectangle. C'est donc un carré. Donc réponse B, l'information 2 nous permettait de le trouver. Question 8. X et Y sont deux entiers relatifs. Autrement dit, deux entiers relatifs, ça peut être positif ou négatif. X fois Y est-il divisible par 8? Alors, l'information 1. Y égale 3 et l'information 2. X fois Y, X et Y sont consécutifs. On est donc dans une question où on nous demande de statuer sur la validité d'une proposition. X fois Y est-il divisible par 8? Oui ou non? Sous-entendu. Si Y égale 3, est-ce que je peux statuer sur X fois Y est-il divisible par 8? Bah non. Pour le prouver, j'ai juste à trouver un cas où X fois Y n'est pas divisible par 8 et un cas où il est divisible par 8. Bah, imaginons que X égale 8. Alors X fois Y, c'est 8 fois 3, 24. Et c'est bien divisible par 8. Imaginons maintenant que X égale 2. Alors X fois Y égale 6 et X fois Y n'est pas divisible par 8. Maintenant, X et Y sont consécutifs. Est-ce que c'est suffisant? Bien entendu non. Pourquoi? Parce que j'ai totalement oublié mon information 1. Totalement oublié mon information 1, donc X et Y sont consécutifs. Allez, admettons j'ai 1 et 2. 1 fois 2, ça donne 2, ce ne sera pas divisible par 8. Admettons j'ai 7 et 8. 7 et 8, c'est bien divisible par 8, vu que on multiplie 7 par 8 pour y arriver. Donc, on peut trouver des cas où c'est oui, des cas où c'est non, c'est pas suffisant. Je combine les deux maintenant. Y égale 3, et X et Y sont consécutifs. Alors ici, il y a un piège.
qui ne vous concerne pas vraiment, parce que ça nous donnait la même réponse, mais qui est important. Ici, x et y sont consécutifs. Beaucoup d'entre vous vont dire, ça veut dire que x égale 2, y égale 3, donc que x fois y égale 6, il n'est pas divisible par 8, donc je peux conclure. Je peux conclure que c'est vrai, mais le début n'est pas vrai. X et y sont consécutifs, on ne nous dit pas dans quel sens. Donc ça peut aussi être x égale 3 et y égale 4. Mais dans ce cas-là, regardez, x fois y, ça faisait 12, et 12 non plus n'est pas divisible par 8. Donc oui, on pouvait conclure x fois y est-il divisible par 8. Avec les deux informations, on était certain que non, donc réponse C. Question 9. Les zones d'accès aux stations des Alpes sont fermées dès que Météo France déclare la zone en vigilance orange. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire vigilance orange implique fermeture. D'accord? Dès qu'il y a vigilance orange, on ferme les routes. La zone des Alpes est-elle actuellement en zone de vigilance orange? Donc, est-on en orange? L'information 1, on nous dit actuellement les routes d'accès aux stations y sont ouvertes. Autrement dit, elles ne sont pas fermées, on peut noter ça F bar si on est en logique. Et 2, elles sont fermées. Donc F. Qu'est-ce qu'on peut tirer de si on a vigilance orange, alors les routes sont fermées? La seule conclusion valide, c'est la contraposée, c'est de dire si on a F bar, donc si les routes ne sont pas fermées, alors il n'y a pas de plan de vigilance orange. Toutes les autres conclusions, dire que F implique O ou que O bar implique F bar, c'est totalement faux. Principe de base de logique qu'on a vu notamment plusieurs fois en raisonnement argumentation. Alors, est-ce qu'on est en vigilance orange? 1. Si les routes ne sont pas fermées. Bah oui, on a dit pas fermées, alors pas vigilance orange. Donc ici, on peut conclure. Si les routes sont fermées, non, on ne peut rien en déduire. Peut-être qu'on est en vigilance orange, peut-être qu'elles sont fermées à cause d'un autre élément, donc on ne peut pas conclure. La 1 permettait, la 2 ne permettait pas. Réponse A. Question 10. ABC est un triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle. Que vaut la distance BC? 1 fois 1. AB égale 5. 1 fois 2 AC égale 12. Alors, regardons 1 fois 2, 1 fois 1, AB égale 5, si on n'a qu'un seul côté, hein, on ne va pas aller bien loin. 1 fois 2 seul, AC égale 12, si on n'a qu'un seul côté, on ne va pas aller bien loin. Maintenant, si on a les deux côtés, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? On est tenté de dire ici l'hypoténuse. Par Pythagore, c'est quoi? C'est racine de 12 au carré plus 5 au carré, donc c'est racine de 144 plus 25, donc racine de 169, donc c'est 13. Quelle est l'erreur quand je fais ça? Je me dis, BC c'est l'hypoténuse, et c'est évident. Pas forcément. L'hypoténuse, ça peut être AC, d'accord, le côté qui fait 12. J'ai juste à redessiner un petit peu comme ça mon triangle, à changer le nom des points, et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai AC qui vaut 12, ici l'hypoténuse, et j'ai AB qui vaut 5. D'accord? Donc ce ne sera plus du tout le même calcul ici, évidemment. Hein. De toute façon, l'hypoténuse de l'autre côté est plus long, je sais bien que ce ne sera pas 12, ce sera pas 13 comme dans ce cas-là. Par ailleurs, c'est toujours la même chose. Hein. Le calcul, ce sera cette fois-ci racine de 12 au carré moins 5 au carré, ça nous donnera racine de 144 moins 25, ça nous donnera donc racine de 119, et racine de 119, on ne connaîtra pas sa valeur. Ça donnera 10,9 quelque chose, parce que 11 au carré c'est 121. Mais en tout cas, on a deux cas possibles, donc réponse E. Question 11. Mathias est-il le frère de Salomé? Donc Mathias est-il le frère de Salomé? C'est toujours de l'évaluation de proposition. Hein. Question, est-ce que oui ou non Mathias est le frère de Salomé? Information 1. Mathias affirme j'ai
3 fois plus de sœurs que de frères. Salomé affirme, information 2, j'ai 2 fois plus de frères que de sœurs. Très rapidement, 1 est insuffisante et 2 est insuffisante. Pourquoi Mathias affirme j'ai 3 fois plus de sœurs que de frères? Quel rapport? On ne parle même pas de Salomé. Et 2, Salomé affirme 2 fois plus de frères que de sœurs. Quel rapport, pardon, on ne parle pas de Mathias. Alors, on combine les deux maintenant. Alors imaginons quelle pourrait être la structure de la famille de Mathias. Mathias, il dit il a 3 fois plus de sœurs que de frères. Donc il peut avoir 3 sœurs et 1 frère, par exemple. Dans ce cas-là, sa famille, c'est une famille de 5 enfants, avec 3 filles et 2 garçons. Il peut avoir 6 sœurs et 2 frères. Donc dans ce cas-là, sa famille, c'est quoi? C'est une famille de 9 enfants, avec 6 filles et 3 garçons. Faisons la même chose pour Salomé. Elle dit j'ai 2 fois plus de frères que de sœurs. Donc, premier cas possible, elle a 2 frères et 1 sœur. Dans ce cas-là, c'est une famille de 4, avec 2 garçons et 2 filles. Salomé et sa sœur. Elle peut avoir 4 frères et 2 sœurs. 4 frères, 2 sœurs, c'est une famille maintenant de 7, avec 4 garçons et 3 filles. Elle peut avoir maintenant 6 frères et 3 sœurs. Dans ce cas-là, c'est une famille de 10, avec 6 garçons et 4 filles. On pourrait continuer longtemps les propositions. On voit bien plusieurs choses. On voit bien qu'il n'y aura jamais une famille qui répond à la fois à la définition de Mathias et la définition de Salomé. D'accord? Là, on a listé quelques cas, mais ça va aller en s'empirant. Pourquoi? Parce qu'ici, on a toujours beaucoup plus de filles que de garçons, et ici, on a toujours beaucoup plus de garçons que de filles. On aurait d'ailleurs pu le voir et l'énoncer. C'est qu'ici, si Mathias affirme qu'il y a 3 fois plus de sœurs que de frères dans sa famille, ça veut dire que le cas minimum ici, 3 filles et 2 garçons, il y a déjà plus de filles dans la famille que de garçons. Et ici, Salomé affirme j'ai 2 fois plus de frères que de sœurs, bah pareil. Le nombre de garçons est supérieur ou égal au nombre de sœurs. Alors que ici on nous disait que le nombre de sœurs le nombre de filles était supérieur au nombre de garçons. Donc les deux familles ne sont pas compatibles. Mathias et Salomé ne peuvent pas appartenir à la même famille. Donc avec les deux informations combinées, on peut répondre. Mathias est-il le frère de Salomé? Non. On peut répondre non. Donc réponse C. Question 12. En France, le temps moyen d'écoute de la télévision s'établit à 3h06 par jour. Donc la moyenne, c'est 3h06 par jour. Combien de temps regarde-t-on en moyenne la télévision le dimanche? Info 1. En retirant le dimanche, la moyenne tombe à 3h02 par jour. Information 2. Les téléphages du dimanche augmentent de 4 minutes le temps moyen quotidien de visionnage. Autrement dit, ajouter le dimanche à la semaine augmente de 4 minutes. Bien. Ici, qu'est-ce qu'on doit se dire dès la lecture de la question? Que l'information 1 et l'information 2, c'est la même. Ok? En retirant le dimanche, 3h02 par jour, et là le dimanche qui ajoute 4 minutes à la semaine, à la minute de la semaine, autrement dit, en retirant le dimanche, 3h02 par jour. Donc déjà on sait que soit les deux informations sont suffisantes, soit l'une est suffisante, donc l'autre est suffisante vu que c'est la même et que c'est la réponse D, soit qu'une information n'est pas suffisante, donc la deuxième non plus, et les deux ensemble non plus, réponse E.
Déjà, on n'hésite plus qu'entre deux. C'est déjà un grand pas. Et surtout, ça nous permet de faire quelque chose d'assez intelligent. C'est qu'on va en tester uniquement une sur les deux. Je l'ai dit, les deux, c'est la même information. Alors, en retirant le dimanche, 3h02 par jour. Pourquoi c'est suffisant? Parce que on sait qu'une moyenne, c'est égal à la somme divisée par le nombre de termes. Autrement dit, que la somme des termes, c'est égal à la moyenne fois le nombre de termes. Donc, la somme du visionnage de la télévision du lundi au samedi, vu qu'en moyenne c'est 3h02 par jour pendant la semaine, c'est 3h02 fois 6. On pourrait calculer rapidement, ça fait 18h et 12 minutes. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que la somme du lundi au dimanche, vu que c'est 3h06 par jour sur la semaine complète, bah c'est 3h06 fois 7 jours. 3h06 fois 7 jours. 6 fois 7, 42 minutes. 7 fois 3, 21h, 21h et 42 minutes. Alors en moyenne, les Français regardent 21h42 la télévision par semaine, et 18h12 la télévision entre le lundi et le samedi. C'est quoi la différence entre les deux statistiques? Bah, c'est uniquement qu'ici on a inclus le dimanche. Donc si du lundi au samedi c'est 18h12 et du lundi au dimanche c'est 21h42, bah, ça veut dire que le dimanche c'est la différence entre les deux. C'est donc 3h et 30 minutes. Combien regarde la télévision le dimanche? Bah, 3h et 30 minutes. La 1 est suffisante, la 2 est suffisante aussi vu que c'est la même. Réponse D. 13. Combien de mains différentes existe-t-il au Poker 21? Jeu dans lequel l'ordre des cartes tirées influe sur le cours de la partie. Donc de mains différentes au Poker 21. Info 1, on joue avec un paquet de 52 cartes, duquel on a retiré toutes les dames et tous les 10. Autrement dit, on pourrait dire qu'on joue du coup avec un paquet de 52 moins 8, 44 cartes. Est-ce que c'est suffisant? Ah non, on ne sait pas combien de cartes on donne à chaque joueur. Information 2. Chaque joueur reçoit 4 cartes. Est-ce que c'est suffisant pris seul? Ben non. Il reçoit 4 cartes, mais dans un paquet de combien? De 32, de 52, d'un autre nombre. Maintenant, on combine les deux, on comprend bien que combien il y a de mains différentes que peut recevoir un joueur au Poker 21. Bah, s'il faut choisir 4 cartes parmi 44 et que l'ordre dans lequel les cartes sont tirées influe sur le cours de la partie, ça donne quoi? Bah, 44 cas possibles pour la première carte, 43 pour la deuxième, 42 pour la troisième et 41 pour la quatrième. C'est du combinatoire basique. Est-ce qu'on a besoin de le calculer? Non, on est en condition minimale. On sait que la réponse, combien de mains différentes? C'est 43 fois 44 fois 42 fois 41. On peut répondre avec quoi? Avec les deux. Réponse C. Question 14 maintenant. Un billet pour Londres. Sur le vol AF 013, plein tarif, coûte 197 €. Alors que sur le vol AF 017, il coûte 199 €. Lequel de ces deux vols Benoît, qui voyage uniquement en plein tarif, a-t-il emprunté le plus l'an passé? Et on nous donne deux informations. Information 1. Ses dépenses en billets d'avion ont été au total de 31 760 €. Info 2. L'an passé, un billet lui revenait en moyenne à 197,50 €. Alors, l'information 2, est-ce qu'elle est suffisante? On commence par la fin, pour une fois. La moyenne, c'est 197,50 €. Est-ce qu'on peut répondre avec ça? Bah, bien entendu, oui. J'ai des billets à 197, des billets à 199. Mon prix moyen, c'est 197,50 €. Donc la moyenne penche plus du côté du vol AF013. Pourquoi? Parce que c'est le vol AF013 qu'il a le plus emprunté.
Info 2, au total, il a dépensé pour 31 760 € de billets. Et honnêtement, on a l'impression qu'elle n'est pas suffisante. Il faut vraiment qu'on ait traité l'exercice tout à l'heure de Rémi et de ses amis au musée pour bien comprendre qu'elle est suffisante. Pourquoi ? 197, 199, c'est deux nombres premiers. Donc leur PPCM c'est quoi? C'est 197 fois 199. 197 fois 199 ça fait combien? Comment je peux le savoir simplement? Pas forcément besoin de le faire ici, mais ce sera 198 moins 1 fois 198 plus 1. Et par les identités remarquables, je sais que c'est quoi? 198 moins 1 fois 198 plus 1. Et bien que c'est 198 au carré moins 1 au carré. 198 au carré c'est quoi? 200 moins 2 au carré. Donc c'est 200 au carré. Plus 2 au carré moins 2 fois 200 fois 2. Alors 200 au carré, ça fait combien? Ça fait 40 000. 40 000 plus 4, moins 2 fois 200, 400, fois 2, 800. Et le total, hein, c'était bien avec mon moins 1 au carré ici, donc encore moins 1. Alors 40 000 moins 800, 39 200 plus 4, 39 204, moins 1, 39 203. Bon, ici, clairement, ce n'est pas forcément nécessaire de faire ce calcul, parce que la seule chose qui était nécessaire, c'est de se dire, bon, 197 fois 199, allez, ça fera à peu près 40 000, un petit peu moins de 40 000. En tout cas, qu'on fasse le calcul formel, ce qui nous permet de nous remémorer les identités remarquables, ou qu'on l'estime, on voit bien que 31 760 € de billets qui est inférieur au PPCM, alors il y a une seule combinaison qui fonctionne. De billets à 197 et de billets à 199, on a une seule combinaison unique. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la question de Rémi au musée. Donc, les deux informations, qu'on prenne l'une ou l'autre, nous permettent de répondre, et ça c'est une réponse D. Dernière question de cette série de conditions minimales. Un cycliste au dossard vert et un cycliste au dossard rouge s'élancent au même instant autour d'un vélodrome parfaitement circulaire. Combien de tours complets auront été parcourus par le cycliste au dossard rouge lorsque le cycliste au dossard vert le dépassera pour la première fois? Info 1. La vitesse du cycliste au dossard vert est égale au 7/6 de la vitesse du second, donc de la vitesse du cycliste au dossard rouge. Et l'info 2, le rayon du vélodrome est égal à 1400 mètres. Une structure encore une fois assez classique. On a une information 1 qui a priori n'a pas forcément l'air suffisante, si on ne la travaille pas assez en tout cas, une information 2 qui est clairement insuffisante, savoir la taille du vélodrome. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça ne nous donnera pas la vitesse de l'un et de l'autre. Et on va être tenté de répondre C. Alors, B, on voit bien qu'elle est insuffisante ici, hein, on n'a aucune info sur les vitesses. Maintenant, la question c'est est-ce que A est suffisante? En réalité, oui. Pourquoi? Parce que si la vitesse du vert est 7/6 de la vitesse du rouge, comment on peut traduire ça? On peut traduire ça que quand le vert fait 7 mètres, alors le rouge parcourt 6 mètres. D'accord? Ou n'importe quel autre multiple, quelle unité? On peut dire 7 km et 6 km. Et quand je vous dis n'importe quelle unité, je peux aussi mettre comme unité les tours. Le moment du dépassement, c'est quoi? C'est le moment où le vert a parcouru un tour de plus. Donc le vert a parcouru 7 tours, le rouge a parcouru 6 tours. Combien de tours le cycliste au dossard rouge a parcouru lorsque le vert le dépasse? 6 tours. Clairement ici, on n'a pas besoin de l'information sur la distance. Tout ce qu'on a besoin dans ce genre de problème, au bout de combien de tours aura-t-il le temps de le dépasser, c'est le rapport entre les vitesses. Par contre, si j'avais dit au bout de combien de temps, il m'aurait fallu plus d'informations, notamment les vitesses. Au bout de quelle distance, j'aurais bien eu besoin de la vitesse. Mais au bout de combien de tours, je peux travailler avec des vitesses en tours et donc me simplifier l'exercice. Et c'est une des grandes compétences que vous devez avoir en conditions minimales, c'est toujours trouver l'information qui est strictement nécessaire. D'accord ? Ici, on nous demande des distances en tours, donc on peut travailler en tours. On n'a pas passé par la distance, par le temps, on travaille juste directement avec les tours. Voilà pour la correction des conditions minimales de ce test blanc numéro
1. Si vous le souhaitez, vous pouvez directement passer à la correction de la partie suivante, c'est-à-dire l'expression. Vous avez le lien de la vidéo qui apparaît en bas de l'écran. Ou alors, vous pouvez retrouver plus de contenu, notamment travailler sur les conditions minimales avec les nombreux cours qui sont présents sur la chaîne et sur le site internet, grâce aux liens qui apparaissent également à l'écran. Dernière option, vous avez toujours les liens à l'écran pour vous abonner à la chaîne YouTube, ou alors pour nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à tout de suite pour la correction de l'expression.